Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers consoeurs, chers confrères, bonsoir et bienvenue à la cinquième assise médicale Al-Qarawiyyin. Il s'agit d'une conférence qui est organisée en collaboration avec le partenaire, le laboratoire Novo Nordisk, qui a pour thème le syndrome euh, de Turner en pédiatrie. Euh, donc, sans tarder, donc je passe la parole à notre modératrice, le docteur Norakchi, que je remercie, et vous souhaite une bonne formation. Merci. Très bien, salam alaikum, bonsoir tout le monde. Heureuse de vous retrouver encore une fois pour les assises Qarawiyyin organisées par notre amicale. Je remercie le bureau de l'amicale, le président Dr Abid et Dr Benadada. Alors, notre sujet pour aujourd'hui est bien sûr le syndrome de Turner en pédiatrie. Qui va être traité par professeur Tarj Hanan, chef de service d'endocrinologie, diabétologie et nutrition de Oujda, qu'on remercie infiniment pour sa présence continue avec nous. C'est un sujet bien sûr qui nous importe. Le titre en pédiatrie, mais bien sûr on est toujours concerné en endocrinologie adulte parce que c'est des malades qui vont nous revenir bien sûr après, mais ça serait fort intéressant de savoir ce qui se passe bien sûr en pédiatrie. Donc, sans trop tarder, bien sûr, je remercie le laboratoire Novo Nordisk pour leur accompagnement et je passe la parole à professeur Lepage. Merci. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonsoir à tout le monde. Merci, chère Adiba, pour cette très belle présentation. À mon tour, je remercie notre amicale, le bureau de notre amicale, et je le félicite pour la continuité dans ces assises médicales Al-Qarawiyyin, de m'avoir invité pour vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, nous les endocrinologues. Je remercie parallèlement le laboratoire Novo Nordisk aujourd'hui, également parce qu'il nous sponsorise. Alors, quand je dis en pédiatrie, c'est l'enfant. Et on est tous amenés à avoir des enfants. Et pourquoi j'ai insisté à mettre en pédiatrie? Parce que c'est une pathologie qu'on tient maintenant en 2021 à ce qu'elle soit strictement dépistée pendant l'enfance. Pendant la période néonatale, on va beaucoup demander à ce moment-là, mais au moins pendant l'enfance pour pouvoir assurer une bonne prise en charge de ces malades. Et on va voir ça tout au long de cette présentation. Alors, ce syndrome de Turner a été décrit bien longtemps, en 1930, avec un tableau clinique à l'époque chez une petite fille, regardez, qui avait un pterygium coli, il avait un écartement mammaire, un thorax élargi, elle avait un impubérisme et un retard statural. Et depuis 1930, ils ne savaient pas que c'était lié à une anomalie chromosomique, puisque qu'en 1956, que ce tableau clinique a été rattaché à une anomalie chromosomique qui était la monosomie X0. Alors, sur le plan épidémiologique, c'est une pathologie qui touche une fille sur 2500 naissances. Il faut savoir que le syndrome de Turner est à l'origine de 10 à 20% des fausses couches spontanées qu'on voit actuellement. Sur le plan d'âge diagnostique, et ça c'est un paramètre très 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 important, regardez ici dans les années 70-80, ce que vous voyez ici en noir, ben, à l'époque dans les années 80, le syndrome de Turner a été diagnostiqué beaucoup plus pendant l'adolescence et pendant l'âge adulte. Et puis, avec l'affinement des critères diagnostiques et la connaissance de plus en plus de cette pathologie, dans les années 90, regardez que l'âge diagnostique commençait à se faire de façon beaucoup plus précoce en période pédiatrique et aussi pendant l'adolescence. Alors, quand on voit un peu notre série du service qui inclut 211 patients explorés pour retard de croissance, et quand je dis explorés pour retard de croissance, ce n'est pas tous les venants
pour un retard statural qu'on va les explorer. Ce sont des patients, je rappelle, qui présentent un retard statural à moins de déviation standard. Ce sont des patients qui peuvent présenter une cassure de leur courbe de croissance, ou bien ce sont des patients qui vont avoir un retard statural qui est très loin de leur taille cible et qui sont à moins de 1,5 couloirs de leur taille cible. Et en présence de une de ces trois indications, on va explorer cet enfant-là. Alors, quand on a exploré ces enfants-là, les 211, on retrouve que le syndrome de Turner représente 7% de l'ensemble des enfants explorés. Et quand on voit la proportion du syndrome de Turner chez les patients présentant un retard statural syndromique, c'est la pathologie la plus fréquente puisqu'elle représente 37% de l'ensemble des enfants ayant un retard staturopondéral dans un cadre syndromique. Regardez l'âge moyen, malheureusement au Maroc, c'est un âge qui est autour de 19 ans, l'âge moyen. La plus petite dans la série, c'est une petite qui est âgée de 4 ans et la plus grande, c'est une dame qu'on a diagnostiquée pour la première fois à l'âge de 41 ans. C'est pour ça que j'ai insisté depuis le début de sa présentation sur l'importance de diagnostiquer cette pathologie pendant l'enfance parce que le challenge, parce que toute la prise en charge va en dépendre. Et regardez que dans notre série, plus que la moitié sont des patients qui sont diagnostiqués au-delà de l'âge de 15 ans. Alors, quelles sont maintenant les indications de la réalisation d'un karyotype sanguin? Donc, on réalise un karyotype sanguin chez tout enfant présentant une petite fille qui présente une petite taille, qui répond à une des critères qu'on a vu tout à l'heure. Les enfants qui ont une malformation cardiaque congénitale essentiellement obstructive, essentiellement du cœur gauche, en cas de retard pubertaire ou d'aménorrhée, en cas d'infertilité ou en cas de caractéristiques faciales particulières comme des fentes palatines, des fentes palpébrales, la micrognathie, un micrognathie, même pas le ogival, un concours. Et on exige 2 critères parmi les critères que vous voyez à droite pour réaliser un karyotype sanguin en cas d'anomalie rénale associée ou non à une déformation du poignet, des nevus multiples, des angles dysplasiques, autre malformation cardiaque congénitale que le cœur gauche et une déficience auditive. Alors, quand on réalise ce karyotype sanguin, il est en faveur d'un syndrome de Turner quand il nous montre une anomalie chromosomique. Et les anomalies chromosomiques la plus fréquente, l'anomalie la plus fréquente, c'est la monosomie X, c'est le 45X0. Mais ce n'est pas la seule anomalie chromosomique parce qu'on peut avoir des formes en mosaïque, comme vous voyez ici. Les formes en mosaïque, ça veut dire la présence de 2 populations, une population qui est 45X0 et puis une deuxième qui est 46XX ou bien 46XY. Le syndrome de Turner peut être également lié à d'autres anomalies qu'on appelle des anomalies structurales qui peuvent se voir dans 20 à 30% des cas et qui peuvent correspondre soit à une délétion au niveau du chromosome X, soit à des isochromosomes, bien sûr, au niveau du chromosome X, ou bien à un chromosome X qui est en nano. Quand on voit les données de notre série, c'est la même chose que les données de la littérature. 40% de nos patientes, ce sont des patientes qui sont monosomie 45X0 et on a à part égale 25% l'isochromosomie et également la formule en mosaïque. Il existe pour le syndrome de Turner une grande diversité clinique et c'est une diversité clinique qui est de sévérité variable. On peut faire le diagnostic pendant la période anténatale devant la présence de l'hyperclactène nucale. En période néonatale, vous pouvez faire le diagnostic, et là, c'est nos amis pédiatres, ils peuvent faire le diagnostic devant la présence d'un lymphœdème au niveau des dos, des mains et des pieds, qui va donner également un pterygium coli. Je rappelle que le pterygium coli peut persister, il va diminuer après la naissance, mais il peut persister. Et on peut faire également le diagnostic d'un syndrome de Turner ou évoquer le diagnostic devant la présence de malformations cardiaques congénitales, essentiellement du cœur gauche, devant la présence d'un retard de croissance intra-utérin chez une petite fille et devant la présence de malformations rénales à type d'hypoplasie rénale, d'ectopie rénale ou de rein à cheval. Mais le retard staturopondéral et le retard pubertaire restent l'anomalie ou le motif de consultation le plus fréquent pour le diagnostic, on va dire, pendant l'enfance du syndrome de Turner. Dans notre série, plus que la moitié ils sont venus pour consulter pour un retard statural. Dans 33%, ce n'était pas uniquement le retard statural, mais également le retard pubertaire. 13% sont venus pour une aménorrhée secondaire.
les autres paramètres cliniques ou les symptômes cliniques d'un syndrome de Turner. Vous le voyez ici chez notre patiente. En plus du retard statural, vous avez l'écartement mamelonnaire, un thorax qui est élargi, le cubitus valgus. On voit l'implantation basse des cheveux, les nevules pigmentaires. Ici en bas, on voit le micrognatisme. On voit la scoliose, l'hyperlordose et regardez ici tout en bas la brachymétacarpie. On peut également, ces patients peuvent également présenter le cubitus valgus, comme vous voyez ici, et peuvent présenter à des degrés variables un palais ogival et une hypoplasie des ongles. Alors ici, je vous expose un cas du service, c'est FF qui vient nous consulter à l'âge de 11 ans et la maman avait noté le retard statural malheureusement depuis l'âge de 4 ans. Quand on l'a mesurée à l'âge de 11 ans, elle était à moins 1,7 déviation standard pour le poids, mais pour la taille, elle mesurait 1,21 m qui correspondait à moins 3,6 déviation standard et il était très loin de sa taille cible. À ce moment-là, il y a les critères pour l'explorer, pour faire l'exploration. Je vous expose ici le bilan de première intention qu'il faudrait réaliser et que peut réaliser également nos chers collègues et les endocrinologues en consultation. Demander la première exploration. C'est une exploration de base qui va inclure une numération, une fonction rénale, des transaminases, une calcémie, une phosphorémie, vitamine D, et le dépistage de la maladie cœliaque par le dosage des anticorps antitransglutaminase de type IgA, et ce dosage doit être couplé bien sûr à un dosage pondéral des IgA. Alors chez FF, elle avait des anticorps qui étaient positifs, son bilan thyroïdien était normal, on dose également la cortisolémie qui était également normale pour elle, son taux de prolactine également était normal, et puisqu'elle était en période péripubertaire, on a demandé les gonadotrophines, regardez, elle avait un taux de FSH qui était élevé, un taux de LH qui était élevé et qui était en faveur d'un hypogonadisme hypergonadotrope. Son taux d'IGF-1 était pas mal puisqu'il était à 249 nanogrammes par ml avec un âge osseux qui était à 11 ans et qui n'était pas à 10 ans et demi et qui n'était pas vraiment retardé. Alors, à ce moment-là, on peut dire que AFF présente une cause du retard statural qui est la maladie cœliaque. Mais puisqu'il s'agit d'une petite fille, il faut toujours compléter par la réalisation d'un karyotype sanguin. Et regardez par la suite, quand on a récupéré le résultat du karyotype, FF présente une monosomie X avec une formule chromosomique 45X0. Alors, une fois qu'on a diagnostiqué le syndrome de Turner, on verra tout à l'heure, il faudrait compléter par la recherche des autres malformations. On commence en premier par les malformations cardiaques. Son ECG était normal, son ETT était en faveur d'une bicuspidie aortique non obstructive. L'échographie rénale à la recherche de malformations rénales était normale et elle avait une surdité de transmission. Ces anticorps positifs de la maladie cœliaque, on les a complétés par une biopsie, par une fibroscopie avec une biopsie qui a mis en évidence une atrophie villositaire et bien sûr, elle a été mise sur régime sans gluten. Son bilan thyroïdien toujours normal avec des anticorps anti-TPO qui étaient normaux et donc elle était candidate à un traitement par hormone de croissance. Alors, si on veut parler de cette croissance chez les petites turneriennes, on sait que le retard statural est presque toujours présent chez ces petites filles. Il est présent dans 95% des cas. C'est un retard statural qui peut commencer de façon très précoce pendant la grossesse. Et ce sont des filles qui vont naître avec un retard de croissance intra-utérin. La croissance pendant l'enfance va commencer à se ralentir avec une absence de pic de croissance pubertaire. Et ils vont finir avec une taille qui est inférieure de 20 cm par rapport à la moyenne d'une personne du même âge et du même sexe. Il est important, quand on parle de syndrome de Turner, de travailler sur des coupes particulières. Ce sont les coupes adaptées au syndrome de Turner que vous pouvez télécharger de façon gratuite sur Internet. Alors, sur le plan biologique, qu'en est-il de ces dosages, particulièrement le dosage de la GH et de l'IGF-1 ? Regardez, en période pédiatrique, le dosage il est normal, mais en période de l'adolescence, c'est-à-dire en période pubertaire, ce sont des dosages qui peuvent diminuer. Ce retard statural va être expliqué par, on va dire, l'absence du chromosome X, mais également, ou bien par une haplo-insuffisance du gène CHOX. Je vous rappelle, le gène CHOX est un gène
qui est présent sur le chromosome X au niveau de la partie distale ou la région pseudo-autosomale du chromosome X, mais également du chromosome Y. Et la perte du gène CHOX va être responsable du retard statural. Il va être responsable du retard statural, pas uniquement, mais il va être également va entraîner les anomalies osseuses qu'on connaît chez les turneriennes, à savoir le cubitus valgus, les déformations du poignet, la croissance mésomélique, le micrognatisme, le palais ogival et la brachymétacarpie. Quand on réalise un âge osseux, il peut être retardé chez ces petites turneriennes et c'est un retard qui on va dire, prédomine essentiellement au niveau des os phalangiens. Le plus important quand on fait le diagnostic d'un syndrome de Turner, c'est d'y penser au traitement. Pour nous, endocrinologues, c'est un traitement par manque de croissance. Il faudrait penser à l'axe gonadotrope. Et là, ça dépendra du moment où on est en train de faire le diagnostic, mais essentiellement de dépister les autres atteintes, on va dire, et d'autres malformations que ça soit Turner. On commence en premier par les malformations cardiaques congénitales. Au niveau de l'os, on fait un âge osseux et on a la densité minérale osseuse quand il devient grande au-delà de l'adolescence. Les anomalies rénales, en endocrinologie, on n'a pas uniquement la croissance, mais c'est des patientes qui sont candidates à faire des intolérances de type 2 qui peuvent faire de doser les anticorps et un bilan thyroïdien de façon systématique. Ce sont des patientes qui font des otites à répétition et également, ils peuvent présenter des surdités. Et une grande partie de ces patientes, quand on leur pose la question, on voit qu'il y a une grande histoire pendant l'enfance d'otite à répétition, mais malheureusement, personne n'a pensé à faire un karyotype sanguin. Et ce sont des patientes également qui ont une immaturité émotionnelle et qui ont également certains problèmes d'apprentissage. Alors, en premier, c'est les malformations cardiaques. Ces malformations cardiaques congénitales peuvent se voir dans 17 à 45% des cas de Turner. Ils peuvent correspondre soit à une bicuspidie aortique, soit à une dilatation aortique avec un risque de dissection aortique. Ils peuvent s'associer à une hypertension artérielle ou bien une coartation de l'aorte. Ces malformations cardiaques peuvent se voir à tout âge, pendant l'enfance, pendant l'adolescence, voire même pendant l'âge adulte, d'où l'intérêt d'un dépistage régulier de ces malformations cardiaques. Pourquoi c'est important? Parce que ces malformations cardiaques, regardez, c'est la première cause de mortalité de turnerienne et la mortalité est beaucoup plus élevée quand ils sont en monosomie X ou bien quand ils ont des isochromes, une formule chromosomique en isochrome. Alors, ici, on doit parler d'une évaluation cardiaque qui doit être un peu spécifique parce qu'en plus d'un examen cardiovasculaire, d'un ECG et d'une ETT qui est bien faite, il faut que le cardiologue mesure un index particulier, c'est l'index de la, on va dire, de la taille de l'aorte, qu'il faudrait, on va dire, comparer ou rapporter plutôt, qu'il faudrait rapporter à la surface corporelle comme vous voyez ici sur cette formule. Alors, en fonction du résultat, si on a un index qui est entre 2 et 2,5 cm par mètre carré, on parle ici de risque modéré de dissection de l'aorte. Ici, on propose un suivi annuel, mais bien sûr, toujours un suivi en milieu cardiologique très spécialisé. Chez ces patients, il faudrait contre-indiquer un sport intensif. Et quand l'index est au-delà de 2,5, ce sont des patientes qui ont un très, très haut risque cardiovasculaire et à ce moment-là, il faut les préparer et les présenter à un chirurgien cardiovasculaire. Regardez ici, on vous présente sur l'image qui est à droite une image scanographique d'une dilatation aortique. Dans notre série, on a 2 cas de bicuspidie aortique. Ce sont des patientes qui sont 45X0 et qui sont suivies actuellement sont suivis en consultation de cardiologie spécialisée. Le risque, quand on a la dilatation de l'aorte, c'est le risque de dissection aortique. Et cette dissection survient le plus souvent quand on revoit un peu les données de la littérature à un âge jeune et beaucoup plus pendant la grossesse. Et s'il y a la malformation cardiaque plus la grossesse, regardez, le taux de mortalité de chez ces femmes est très, très élevé. Il est de 86%. D'où l'intérêt de toujours faire l'évaluation cardiaque avant une grossesse et que le risque maternel va persister, même si on fait une première évaluation et qui est tout à fait normale. Alors, il faudrait à ce moment-là contre-indiquer la grossesse de façon absolue quand il y a déjà une histoire chirurgicale cardiaque
quand il y a déjà un antécédent de dissection aortique, quand il y a une anomalie à type de coartation et quand on a un rapport au-delà de 2,5 cm par mètre carré, ou bien si notre patiente présente une hypertension artérielle non contrôlée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne suffit pas de se soucier de l'axe gonadotrope et de la croissance chez ces petites turneriennes, mais aussi de dépister les autres malformations. Pour nous, les endocrinologues, c'est les anomalies thyroïdiennes, essentiellement les atteintes auto-immunes. Sur le plan métabolique, ce sont des patientes qui peuvent présenter une intolérance au glucose et voire même un diabète de type 2. Il faudrait dépister également de façon régulière les autres maladies auto-immunes, à savoir la maladie cœliaque, l'hépatite auto-immune, la cirrhose biliaire primitive et rechercher les malformations rénales qu'on a vues tout à l'heure, le rein à cheval, l'hypoplasie rénale ou l'ectopie rénale. Les malformations osseuses également, qu'on a vues tout à l'heure dans les premières photos du tableau clinique du syndrome de Turner, corriger toujours le déficit en vitamine D, commencer à s'intéresser à dépister une ostéoporose à partir de l'adolescence et à l'âge adulte, et puis rechercher les nevis pigmentaires et en cas d'augmentation de la taille, les adresser au milieu dermatologique spécialisé. Alors maintenant, on va parler de la prise en charge. Et pour un endocrinologue, on va s'intéresser à deux grands axes dans la prise en charge thérapeutique des turneriennes. Le premier, c'est la croissance, en posant l'indication d'un traitement par manque de croissance. Et le deuxième souci qui va se poser, c'est l'axe gonadotrope, puisqu'on a dit tout à l'heure, ce sont des patientes qui vont présenter un impubarisme, d'où l'intérêt de toujours substituer cet axe, on verra tout à l'heure. Alors, l'hormone de croissance, c'est un produit qui a eu l'AMM pour le syndrome de Turner dans les années 90. Et puis, l'intérêt de traiter ces patientes, c'est de les traiter de façon précoce. Regardez, on peut les traiter à partir de l'âge de 4 ans à 6 ans, une fois qu'ils commencent à ralentir leur vitesse de croissance. Il faut les traiter avec une bonne dose qui peut aller de 0,045 voire même un peu plus, en adaptant cette dose sur la clinique, sur le dosage de l'IGF-1. Et bien sûr, on arrête l'hormone de croissance une fois qu'ils atteignent un âge osseux de 14 ans ou bien qu'ils aient une vitesse de croissance inférieure à moins de 2 cm par an. Quand on voit un peu la vitesse de croissance après un démarrage au cours de la première année, après un démarrage de traitement par hormone de croissance, elle va augmenter. Regardez par rapport, ici le trait qui est en bas, c'est les patientes turneriennes qui ne sont pas traitées par hormone de croissance, et en haut, ce sont les patientes qui sont traitées par hormone de croissance. Donc la vitesse de croissance va augmenter, beaucoup plus importante quand on démarre le traitement par hormone de croissance dans les premières années de vie. Cet effet va se maintenir pendant les autres années de traitement par hormone de croissance. Regardez ici en jaune, traité par hormone de croissance en comparaison avec les autres turneriennes non traitées par hormone de croissance. Ils vont finir avec une taille finale qui est au-delà, on va dire, de 10 cm par rapport au groupe turneriennes non traitées. Il est important également de toujours insister sur l'âge du démarrage du traitement par hormone de croissance, mais également la durée du traitement, parce qu'il faudrait bien les traiter. Regardez ici, plus on les traite le temps, plus la réponse et plus le résultat final est statistiquement significatif. Alors, la dose de l'hormone de croissance va prendre en compte l'âge du début de traitement. Est-ce qu'on est à un âge précoce ou bien on est en train de les traiter de façon très très tardive dans les dernières années de l'adolescence. La taille du début pendant le traitement, ça nous permettrait de prédire et d'avoir une idée sur le pronostic statural de ces petites, et puis la vitesse de croissance pendant la première année. Mais il faut prendre également en compte la taille des parents, parce que quand on a des parents petits, il ne faut pas faire des enfants qui sont grands. Donc on prend en compte la taille parentale, la taille à la naissance, est-ce qu'ils étaient en retard de croissance intra-utérin modéré ou sévère, est-ce qu'ils avaient un retard de la maturation osseuse, et puis un dernier paramètre génétique qui a été évoqué ces dernières années, c'est la présence ou non d'un polymorphisme au niveau du récepteur de l'hormone de croissance, c'est le polymorphisme D3. Alors, de quoi il s'agit? Ce polymorphisme va se voir sur le récepteur de l'hormone de croissance. Et on sait maintenant qu'après la première année du traitement par hormone de croissance chez ces petites filles, les
les patients qui ont les deux allèles des trois du récepteur de l'hormone de croissance, et voire même celles qui ont un seul allèle des trois du récepteur de l'hormone de croissance, ce sont des turneriennes qui vont répondre de façon beaucoup plus importante par rapport aux autres turneriennes qui n'expriment pas l'allèle des trois de façon unique ou de façon bilatérale. Ce sont des personnes ou des turneriens qui vont atteindre même on va dire une croissance qui va dépasser la croissance prédictive pour les petites turneriennes traitées par hormones de croissance. Alors, quand on parle de traitement par hormone de croissance, est-ce qu'on parle uniquement de la taille? Ben, on le sait bien et on n'arrête pas de défendre ça, nous, endocrinologues, quand on traite, que ce soit un turnérien ou une turnérienne, ou qu'on traite un déficit en hormone de croissance ou un retard de croissance intra-utérin ou un Prader-Willi ou une insuffisance rénale, ce sont les 5 indications du traitement par hormone de croissance. On ne les traite pas uniquement pour la taille, on les traite pour améliorer leur risque cardiovasculaire parce que sous traitement, on va améliorer leur profil lipidique, on peut diminuer la pression artérielle diastolique et le traitement va avoir également un effet positif sur les paramètres cardiaques. On va améliorer de loin leur composition corporelle avec une diminution de la masse grasse et une augmentation de leur masse musculaire, ce qui va à la fin améliorer leur proportion corporelle. La question qui se pose assez souvent pour les personnes qui ne manipulent pas trop l'hormone de croissance, est-ce qu'il y a une sécurité avec l'hormone de croissance en matière de syndrome de Turner? On n'a pas tellement on va dire, de résultats, mais quand on prend les études observationnelles et qu'on compare les turneriennes par rapport aux autres indications, à titre d'exemple, le déficit en hormone de croissance. Donc, dans les deux bras, dans deux indications différentes, ils vont recevoir de l'hormone de croissance. Ben, on sait très bien que les turneriennes vont avoir un risque élevé de faire une hypertension intracrânienne sous hormone de croissance, de nous faire une épiphysiolyse fomorale supérieure ou de faire une progression de leur scoliose. Il existe également un risque élevé de faire une anomalie de leur métabolisme glycidique, à savoir une intolérance au glucose ou voire même pour certains un diabète de type 2. Un autre, on va dire, paramètre rajouté ces dernières années, c'est l'utilisation ou l'efficacité de l'oxandrolone. L'oxandrolone, c'est un dérivé de la testostérone, mais il faut savoir que l'utilisation en matière de Turner, c'est pas une utilisation qui est consensuelle, il faut être très clair ici, et c'est pas une utilisation qui a l'autorisation de mise sur le marché. Alors, quand ils l'ont utilisé, tous les papiers publiés ont montré qu'il peut y avoir un bénéfice de 2 à 4 cm chez les turneriennes qui ont été traitées par ce produit-là. On le propose en cas vraiment de retard diagnostic de syndrome de Turner, avec en plus un mauvais pronostic de taille finale. Ce sont les petites qu'on diagnostique de façon très très tardive et qu'on sait qu'on n'aura pas beaucoup d'années devant nous pour un traitement par hormone de croissance. La dose s'affiche ici qui est à 0,03 voire même on peut aller à 0,05 mg par kilo par jour à partir de l'âge de 8 ans ou 10 ans. L'objectif de ce traitement, c'est de bloquer, on va dire, elle peut bloquer l'apparition des seins parce que certains turneriens peuvent faire un développement spontané de leurs seins, mais ceci va se faire au prix d'une virilisation. Ils peuvent développer une rosité de la voix, voire même une clitoridomégalie. Mais je répète ici que ce n'est pas un traitement consensuel. Il n'est pas consensuel, il n'a pas l'autorisation de mise sur le marché dans l'indication du syndrome de Turner traité par hormone de croissance. Alors, l'autre entité, c'est l'axe gonadotrope. Et quand on suit les turneriennes, on sait maintenant qu'ils peuvent développer de façon spontanée une puberté dans 30% des cas. Ils peuvent faire les premiers signes pubertaires. Ils peuvent maintenir cette puberté jusqu'à la ménarche, dans beaucoup moins que ça, que dans 6% des cas. Et cette ménarche peut persister de façon exceptionnelle jusqu'à l'âge adulte, parce que la majorité de nos patientes vont développer une insuffisance ovarienne prématurée. D'où l'intérêt d'une substitution pour soit initier, soit entretenir ces caractères sexuels secondaires qui ont été, on va dire, qui se sont, on va dire, diminués avec le temps. Donc, pour utiliser, on utilise la voie transdermique ou bien la voie orale. Dans notre pratique quotidienne, dans notre service, on est beaucoup plus dans la voie transdermique et on initie à partir de l'âge de 11 à 12 ans de façon très, très, très progressive sur 2 ans, voire même 2 ans et demi.
et on va induire de façon très progressive cette puberté. On va commencer par de très très faibles doses. À titre d'exemple, si vous êtes sur l'œstrogel ou l'œstrodose, vous allez commencer par un huitième de la dose et puis vous augmentez première fois à partir de 9 mois, la deuxième fois à partir de 6 mois, puis après à partir de 9 mois. Donc c'est une augmentation très progressive qui va dépendre du stade pubertaire que vous avez, mais également du statut, le pronostic statural de chaque patient. Et à partir de 2 ans, on peut induire les ménarches en rajoutant un progestatif. Au-delà de cette période, vous pouvez combiner votre traitement et donner soit une prescription séquentielle combinée ou bien une prescription qui est combinée et continue dans le temps. À titre d'exemple, ici, le Climaston, où il y a de l'ostradiol et de la progestérone, et vous choisissez entre le 1,10 ou le 2,10 pour un entretien des caractères sexuels secondaires et bien sûr une ménarche chez ces petites filles. Alors, si on veut se poser la question, quelle voie faut-il choisir chez les Turneriennes? Est-ce qu'il faut les substituer sur le plan gonadotrope par une voie orale ou par une voie transdermique? Regardez dans ce papier-là, quand ils ont utilisé, ils ont comparé les deux voies, regardez la voie, le trait qui est en haut, c'est la voie orale, on remarque largement qu'avec une voie orale, bien sûr, il y aura une exposition totale aux oestrogènes qui est beaucoup plus élevée que quand vous allez utiliser une voie transdermique. Et à partir de ces résultats, ceci qui a poussé plusieurs auteurs à privilégier la voie transdermique puisqu'elle peut réaliser une substitution le plus, on va dire, le plus physiologique possible. Alors, quand on substitue l'axe gonadotrope, il faut continuer à surveiller les caractères sexuels secondaires, les autres paramètres anthropométriques, le bilan hépatique. Donc, quand on diagnostique les malformations qu'on connaît du syndrome de Turner, il est très, très important de continuer à les surveiller dans les autres consultations et tout au long de leur vie. Et je finis cette présentation par un autre cas clinique. C'est une patiente âgée de 9 ans et demi qui est venue pour la première fois. Dans ses antécédents, on retrouve un retard de croissance intra-utérin puisqu'elle est née à 1700 kg et elle avait un retard statural à l'âge de 9 ans qui était coté à moins 2,5 déviation standard et moins 3 pour la taille et il était très loin de sa taille cible. Elle avait également un faciès poupin, une implantation basse des cheveux, des oreilles bas implantées également. Elle avait une acrométrie et il était impubère, il était S1, A1, P1, R0. Alors, sur le plan biologique, je répète ici le bilan de première intention. Elle a les critères d'exploration, donc à ce moment-là, on peut se permettre de faire ce bilan. On ne va pas faire ce bilan chez tous les patients. Il faut qu'il y ait un des 3 critères qu'on a vus tout à l'heure. Donc, le bilan était tout à fait normal. Regardez, elle avait une calcémie normale, les anticorps négatifs, la fonction rénale et hépatique normale, un bilan thyroïdien normal, un cortisol de 8 heures normal, un taux d'IGF-1 très confortable à 350 nanogrammes par ml, un axe gonadotrope qui n'a pas encore bougé, il était encore impubère, et puis un âge osseux à 8 ans. Puisqu'il s'agit d'une petite fille, il faut faire de façon systématique un cariotype sanguin. Et là, quand on récupère le résultat, elle a un syndrome de Turner avec une formule en mosaïque, avec présence en plus d'un chromosome SRY. L'échographie pelvienne et l'IRM pelvienne a mis en évidence un tout petit utérus que vous voyez ici à gauche en noir et la présence de 2 bandelettes fibreuses que vous voyez ici qui correspondent à des ovaires qui se sont fibrosés. Elle avait un taux d'AMH effondré, un bilan thyroïdien normal. Bien sûr, on a continué à rechercher la maladie cœliaque. L'échographie abdominale et cardiaque était sans particularité. Elle avait uniquement une petite surdité qui était cotée légère. Alors, c'est un syndrome de Turner avec une formule en mosaïque 45X0, 46XY et ici, le consensus est très clair. Il faudrait réaliser une gonadectomie bilatérale parce qu'il y a un risque de malignité, de dégénérance maligne de ces bandelettes fibreuses. On l'a traité par hormone de croissance. Regardez ici, à gauche, vous avez une courbe de croissance, on va dire, pour une population normale. On l'a traité par hormone de croissance et elle a commencé à bien rattraper sa croissance. Et regardez ici, sur la courbe turnerienne, le résultat n'est pas le même parce qu'ici, elle restait toujours presque à moins 2 déviations standard, alors que
sur la courbe de Turner, elle était sur la moyenne. Le syndrome de Turner, pour conclure, c'est une prise en charge qui ne se limite pas à un endocrinologue, pas uniquement l'endocrinologue, mais elle va associer plusieurs autres spécialités, d'où l'intérêt ici d'avoir un très bon réseau de prise en charge multidisciplinaire, parce qu'il ne suffit pas de les diagnostiquer, il faut, oui, les diagnostiquer, mais les diagnostiquer de façon précoce, leur assurer une prise en charge spécialisée adaptée et une prise en charge multidisciplinaire en premier cardiologique qui est au niveau du syndrome de Turner. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, merci beaucoup, professeur Lutresch. Une présentation, très très belle présentation, comme toujours. Et j'adore toujours tes diapos avec lesquels tu termines ta présentation. Tu les choisis soigneusement. C'est toujours des diapos qui parlent de la prise en charge multidisciplinaire, effectivement. Donc, comme vous l'avez bien dit, c'est une prise en charge multidisciplinaire où il faut faire très, très attention pour accomplir un diagnostic et prendre toutes les complications et tous les axes, je dirais les axes endocriniens qui pourraient éventuellement être touchés en charge. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions ? Je ne sais pas si je dois voir le côté discussion, je ne vois pas de questions. S'il y a une question, vous me l'envoyez sur WhatsApp si vous voulez. Alors, si vous permettez, je continue ma discussion en attendant d'autres questions. C'est vrai que c'était étonnant quand j'ai vu que la proportion le pourcentage du diagnostic tardif chez nous au Maroc est comme quoi à peu près 53% sont diagnostiqués au-delà de la puberté et que l'âge moyen de la série que vous avez présentée était de 19 ans. Alors, dans ce sens, ma question, est-ce qu'il y a une sensibilisation pour effectivement qu'on évolue vers un diagnostic précoce, notamment une sensibilisation vis-à-vis des médecins généralistes, vis-à-vis de nos amis pédiatres, essentiellement qui font l'examen après l'accouchement, ça veut dire à la naissance. Est-ce qu'il y a une sensibilisation dans ce sens pour un dépistage précoce? Ici, effectivement, il faudrait, pour parler d'amélioration de l'âge du diagnostic, il faudrait faire une sensibilisation à tous les niveaux. Tout d'abord avec les endocrinologues, et chacun dans sa région. Beaucoup d'endocrinologues voient beaucoup de retard statural. Si je peux me permettre de parler de notre région, on est très content du réseau de la collaboration qu'il y a entre les endocrinologues du secteur privé et le centre hospitalier universitaire d'Oujda. Ils sont vus par les endocrinologues. Le plus souvent, le bilan de première intention entamé, on les reçoit avec un bilan de première intention qui est déjà fait. Et ce sont des patients qui sont adressés pour un test de stimulation ou parfois pour réaliser un cariotype au sein du CHU pour les patients qui n'ont pas les moyens pour le faire. Donc voilà, c'est tout d'abord une sensibilisation et avoir un réseau, et je pense qu'on en a parlé avec Simna Dada un peu, entre l'endocrinologue et quand est-ce qu'il doit faire passer la main, parce qu'une fois qu'on parle de test de simulation, pour moi c'est un test de simulation qui doit être fait non pas seulement au milieu hospitalier, mais surtout avec une équipe entraînée. On ne peut pas laisser un test de simulation à un infirmier qui croit seul pouvoir gérer un test de simulation. Et on a reçu beaucoup de patients qui ont fait plusieurs tests de simulation et qu'on est capable de dire sur les résultats de tests que c'était un mauvais test, même si c'est des patients qui ont fait un mauvais pic pendant le test de simulation. Donc, quand on parle de Turner, on ne fait pas de test de simulation. En général, ces patients vont bénéficier d'un cariotype, le cariotype fait, et il faudrait l'adresser à un milieu spécialisé. Le milieu spécialisé dans Turner, ce qui complique les choses, ce n'est pas uniquement le traitement par l'hormone de croissance, la substitution, mais trouver
un cardiologue qui vous fait une bonne échographie cardiaque et faire toutes, on va dire, les autres atteintes à rechercher et bien sûr les faire de façon régulière, hein, parce qu'il y a déjà un consensus des guidelines de la Société européenne d'endocrinologie en 2017 et puis vous trouvez quand vous dépistez pour la première fois quand est-ce qu'il faudrait refaire chaque exploration par la suite. Alors ça, à l'échelle des endocrinologues, je suis tout à fait d'accord que la grande sensibilisation doit viser les pédiatres. C'est les premiers qui vont voir ces petites filles. Moi, je dis au moins un retard de croissance intra-utérin à la naissance chez une petite fille égale la réalisation d'un cariotype sanguin. Un minimum, un minimum. Oui, il faudrait sensibiliser les pédiatres. Je pense que les choses commencent un peu à bouger avec la création de la Société marocaine d'endocrinologie et diabétologie pédiatrique, que les pédiatres sont sensibilisés à cette pathologie et qu'on commence à voir beaucoup plus ces patients. Alors, le troisième, on va dire, point, c'est les médecins généralistes. Oui, quand ils voient un retard statural, moi je leur dis adressez-le, même s'il n'y a pas une indication, à une exploration. Adressez-moi tout retard statural, même si on va explorer que 50%, mais les autres 50%, on va les garder en consultation pour un suivi. Donc, je préfère recevoir tous les patients et faire le triage que passer à côté d'un turner ou passer à côté d'un déficit en hormones de croissance. Et Dieu sait combien on a des patients dont le traitement ne peut être entamé parce que c'est des patients qui sont venus à un diagnostic à un âge très tardif. Et puis, il ne faut pas oublier une autre spécialité, c'est les gynécologues. On a dans notre série des patientes qui ont consulté pour une aménorrhée, pour un retard pubertaire, et on a au moins 2 qui ont consulté un gynécologue, et le gynécologue a démarré par une pilule ostroprogestative, et la petite a eu ses règles en 3 mois. Hein. C'était réglé, il a répondu à son besoin, mais c'est foutu pour la croissance. Donc, je pense qu'il faudrait cibler pas mal de spécialités. Les premiers, les pédiatres, les endocrinologues doivent travailler, savoir rapidement les explorer parce qu'ils sont beaucoup plus, on va dire, à un niveau mieux que les pédiatres et que les autres spécialités. Les ORL, hein, quand il y a un enfant qui fait des infections, des otites moyennes à répétition, à un certain moment quand même, il faudrait penser à faire un cariotype. Donc, les cardiologues, quand ils voient des malformations cardiaques congénitales du cœur gauche, donc, mais voilà. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, on commence à recevoir des patients, mais j'espère que dans 5 ans, 6 ans, si j'aurai à refaire cette présentation, que la courbe que je vous ai présentée tout à l'heure et que l'âge moyen, je serai capable de le changer parce qu'il y a une patiente qui est diagnostiquée quand même à l'âge de 41 ans et qui a foutu toute la moyenne et, de l'étude statistique de la série. Donc voilà, il faut une sensibilisation à tous les échelons. Alors, j'ai 2 questions de la part du docteur Benadada. Mais avant, s'il te plaît, parce qu'à ma dernière connaissance, le cariotype est devenu payant. D'accord, parce qu'on en a discuté, je me rappelle, une autre assise. Et c'était vraiment une difficulté actuellement à envoyer nos malades pour faire le cariotype. Qu'en est-il parce que c'est mon dernier malade que j'ai envoyé, c'était un Klinefelter. Ils lui ont demandé 15 000 dirhams pour faire le cariotype. Je ne sais pas ce qu'il en est. C'est pas un cariotype, c'est au-delà du cariotype, je pense. Finalement, je pense que le cariotype coûte 2000, 2000 et quelques. Donc, c'est pas, il ne faut pas qu'il dépasse les 2000 dirhams. Franchement, dans les structures hospitalières, il est facturé à presque à 700 dirhams, voire moins. Donc, la marge va être très, très, très importante. C'est en fonction du biologiste. Est-ce que vous le faites dans le secteur privé? Est-ce qu'il va le sous-traiter ou est-ce qu'il va le sous-traiter? Je pense que le cariotype, il faudrait vraiment négocier les prix parce que ce n'est pas une exploration qui est magnifique. Ce n'est pas quelque chose de difficile. On peut lire un cariotype au bout de 10 jours. Voilà. Et vous pouvez même adresser, ça peut être sous-traité à Casablanca et le résultat est beaucoup plus rapide. Donc, sauf si on est dans une ville où il y a un CHU qui réalise le cariotype sanguin.
Après, il faudrait négocier le prix. Effectivement, c'est en fonction de sa structure hospitalière. Mais quel que soit, bon, 15 000, je suis d'accord. Moi, déjà, 2000 dirhams, et je trouve que c'est trop cher pour un cariotype. 1800, et je trouve que c'est encore très cher. Je me rappelle très bien quand on était voilà, au centre hospitalier d'Ibn Sina de Rabat, que c'était facturé 700 dirhams. Donc, je pense qu'il ne doit pas dépasser. Et puis, en même temps, il faut que le patient aussi soit sensibilisé à l'importance de la réalisation d'un cariotype et qu'il faut, même s'il coûte cher pour lui, parce que même au-delà de 1000, ça reste quand même un peu cher pour ces patients-là, il faudrait le faire essentiellement chez les petites filles. Et, tout à l'heure, le cas de AFF, si on s'était arrêté au diagnostic de la maladie cœliaque pour dire, bah, écoute, elle a une maladie cœliaque, donc c'est ça la cause de son retard statural, n'importe qui pourrait se dire, bah, je peux me passer du cariotype. Et regardez, quand on a fait le cariotype, elle avait la malchance, la pauvre, d'avoir, en plus de la maladie cœliaque, d'avoir le syndrome de Turner. Et il ne faut pas hésiter, moi je dis toujours, de parler avec les biologistes. Franchement, il faut les appeler, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Dans le secteur privé, c'est eux qui sous-traitent les cariotypes sanguins. Je pense qu'il faut les appeler, il faut négocier, parce que nous, endocrinologues, on a un grand besoin de la réalisation du cariotype. Il n'y a pas uniquement le Turner, mais aussi, comme tu as dit, on a les Klinefelter, toutes petites en retard pubertaire ou en aménorrhée. On fait un cariotype et le plus souvent, on tombe sur des insuffisances ovariennes prématurées. Donc, quand même, c'est une prescription qui est beaucoup plus de l'endocrinologue. Et mon expérience, on ne va pas parler d'un prix, mais il faut leur dire que franchement, ça coûte cher et ça bloque les patients. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revoir votre facturation? Donc, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Donc, on ne va pas parler avec n'importe qui, quand même, au téléphone. On connaît très bien les biologistes qui peuvent comprendre notre besoin et revoir toujours cette facturation, comparer-la avec les structures hospitalières. Parce que ce qui est facturé dans le secteur privé, effectivement, c'est un peu cher pour la population marocaine. Oui. Alors, les questions de Dr Benadada, la prise en charge de l'intolérance au glucose en cas du syndrome de Turner. Et est-ce que devant la maladie cœliaque et alors l'intolérance, je ne vois pas le reste de la question. Excusez-moi. Oui, alors est-ce que devant la maladie cœliaque et l'intolérance au glucose, on demande systématiquement le cariotype? La maladie oui, cœliaque. C'est vraiment qui est, par exemple, accompagné d'un retard. Oui. Je ne pense pas qu'il y ait une turnerienne qui va développer une maladie cœliaque, une intolérance au glucose sans qu'il soit retard statural. Hein. Le retard statural est présent dans 95% des cas. Donc, c'est l'anomalie la plus fréquente. Soit ils n'ont pas de chromosome X, soit ils ont une perte d'une partie du chromosome. Donc, a priori, systématiquement, ils vont avoir une petite taille. Donc, ça, c'est pour la deuxième question. Pour la première question, la prise en charge, donc, pour le dépistage, déjà, l'intolérance, c'est la glycémie à jeun, l'hémoglobine glyquée à partir de l'âge de 10 ans. Et on peut faire, dans le cas du bilan préthérapeutique, une hyperglycémie provoquée par voie orale. Parce que la turnerienne est prédisposée à faire une intolérance et quand on la traite encore par hormone de croissance, on augmente le risque qu'elle développe une intolérance au glucose. Alors, quand elle la développe sous traitement par hormone de croissance, ça dépend, on va dire, est-ce que c'est juste quelques chiffres glycémiques? Est-ce que c'est une patiente qui est obèse? On est arrivé très tard dans le diagnostic et elle est déjà obèse et on a commencé tardivement le traitement par hormone de croissance et on a commencé par des fortes doses. Oui, on peut voir ça. Donc à ce moment-là, il faut assurer les mesures génodiététiques, une bonne nutrition, une activité physique, essayer qu'elle perd un peu de poids. Et puis, à partir de l'âge, là où on est en train de faire ce diagnostic, en général, c'est pendant la puberté et on peut démarrer la metformine. Donc, on peut démarrer, s'ils sont sous traitement par hormone de croissance, à ce moment-là, je ne peux pas trop me prononcer, il faut voir la dose du traitement par hormone de croissance. Merci beaucoup, Hanan. Alors, s'il te plaît, si tu peux revenir sur le traitement par l'oxandrolone, c'est ça? Il n'est pas disponible au Maroc. Il n'est pas disponible, franchement.
c'est une diapo qui était masquée, hein, initialement. Je ne voulais pas du tout en parler. Et c'est à la dernière minute que je l'ai démasquée parce que je l'ai trouvé dans la dernière revue de la littérature qu'on commence à en parler, mais même dans, on va dire, en milieu très, très spécialisé, il y a beaucoup de réticence. Franchement, je ne l'ai jamais prescrit et, parce que quand même, ça donne des effets secondaires. C'est des petites qui vont avoir une grossité de la voix, ils vont avoir une virilisation, hein. Grossité de la voix, une clitoridomégalie. Et la dose que je vous ai affichée tout à l'heure, ce n'est pas la dose qui donne tellement un bon bénéfice. Et si tu te rappelles sur la diapo, c'était une différence de 2 cm entre le bras traité et le bras non traité. Et je trouve 2 cm pour autant d'effets secondaires, franchement, ça vaut pas trop le coup. Mais puisque c'est une donnée qui revient de plus en plus dans toutes les revues de la littérature des turneriennes en 2021 et en 2020, j'ai quand même, puisqu'on s'adresse à des endocrinologues, de dire un mot, et puis que franchement, nous, dans notre pratique courante, on ne l'a jamais prescrit, et puis je ne pense pas qu'on sera amené à le faire pour l'instant, hein. Et c'est une prescription hors AMM en plus. D'accord. Merci beaucoup, Hanan. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est Benadada. Je ne vous entends pas. En fait, je tiens à remercier mes chers collègues endocrinologues d'Oujda et aussi de la région de l'Oriental, de Berkane, de Nador, franchement pour on va dire la collaboration qu'ils ont avec le CHU d'Oujda en matière de pathologie endocrinienne comme ça rare. On travaille en parfaite collaboration. Il y a un circuit particulier pour eux. Ils appellent au téléphone et même sans téléphone, ce sont des patients qui sont accueillis directement dans le service avec une prise en charge rapide. Donc, c'est très, très, très important voilà, d'avoir ce partenariat. Et franchement, je suis très contente de la collaboration qu'on a pu avoir. Et je remercie vivement nous endocrinologues. Voilà, je risque d'oublier des noms, donc je remercie les endocrinologues de la région de l'Oriental pour leur confiance qu'ils ont en notre structure hospitalière. Voilà. Alors, Hanan, s'il te plaît, j'ai une question de Dr Abid. Alors, il parle qu'un certain nombre de turnériennes n'ont pas de déficit en GH, mais malgré ça, on les traite par hormones de croissance. Donc, il se demande pourquoi. Effectivement, quand on est dans le Turner, on fait le bilan de première intention, on tombe sur un Turner sur le cariotype, on s'arrête là. Sur le cariotype, on peut traiter ces enfants parce qu'on a l'autorisation de mise sur le marché de l'hormone de croissance dans 5 indications. Je rappelle le déficit en hormone de croissance, le syndrome de Turner, le Prader-Willi, le retard de croissance intra-utérin et l'insuffisance rénale chronique. Donc, pour les 5 indications, une fois qu'on a une des indications, on peut traiter par hormone de croissance. Donc, une turnerienne peut être traitée sans test de stimulation, hein. On ne fait aucun test de stimulation pour les turneriennes. C'est pour ça qu'il faut toujours attendre le résultat de cariotype. Parce que s'il y a un turner, on s'arrête là, on ne fait pas un test de stimulation. Les turneriennes n'ont pas un déficit. Si on leur fait un test de stimulation, tout à l'heure, sur une des diapos, j'avais exposé le dosage biologique de la GH et de l'IGF-1. Donc, pendant l'enfance, ils ont un dosage qui est tout à fait normal. Donc, s'ils ont un retard statural, il n'est pas lié à un déficit en hormones de croissance. Ils ont leur hormone de croissance, mais ils ont une anomalie chromosomique qui est particulièrement la perte du chromosome X, ou une haploinsuffisance des gènes, ça veut dire qu'on a perdu une partie du chromosome X, et ceci, comme je l'ai dit tout à l'heure, est lié au gène SHOX. Le gène SHOX est impliqué dans la croissance staturale et aussi est impliqué dans les malformations osseuses. Donc, c'est pour ça que ces petites, ils n'ont pas de déficit en hormones de croissance et on va les surdoser en hormones de croissance.
Et si vous avez vu la dose qu'on utilise pour l'hormone de croissance, ce n'est pas la même dose qu'on utilise pour un déficit en hormone de croissance. Les déficitaires, on est à 0,025 jusqu'à 0,035, alors que les turneriennes, on commence par 0,040, on est à 0,045 facilement. On peut aller même plus loin. Donc, c'est des fortes doses pour pouvoir avoir un résultat. Et même, il faut dire, hein, il faut dire les choses comme elles sont, on n'est pas très satisfait du traitement par hormone de croissance chez les turneriennes. Parce que dans toutes les séries, même à l'étranger, la majorité des séries, ce sont des patientes qui ont été traitées très tard. Et le Turner, ce n'est pas comme les déficits en hormones de croissance. Ce n'est pas du tout une réponse. Un déficitaire, même si on le traite tardivement, on arrive, hein, s'il n'y a pas de puberté, à quand même à rattraper un maximum de croissance naturelle. La turnerienne, non. Quand on la traite tardivement, on a une réponse qui est médiocre. Et c'est pour ça qu'on insiste sur le dépistage, non pas seulement le dépistage du Turner, mais le dépistage précoce. Parce qu'après, franchement, on est insatisfait malgré la forte dose qu'on peut utiliser chez le turnérien. Voilà. Oui. Alors, merci beaucoup, merci Hanan, merci pour ta présentation, merci pour ta présence avec nous, même si c'est en virtuel. Je remercie infiniment l'Amicale pour l'organisation de ces assises qui nous permettent quand même de se retrouver entre nous. Le sujet était hyper intéressant. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Comme vous l'avez bien dit, cette collaboration, on l'a aussi, alhamdoulilah, au niveau du CHU de Fès, aussi bien au service pédiatrique qu'au service d'endocrinologie adulte. Et c'est une collaboration qui nous rend énormément service parce qu'on a quand même une référence où adresser nos patients. Donc, je pense que notre webinaire va prendre fin. Je repasse la parole à Dr Abid et je vous remercie. Très, très bonne fin de soirée pour tout le monde. Avant de donner la parole à Dr Abid, il y a le représentant du laboratoire nouveau, M. Mehdi. Vous pouvez prendre la parole. Salam alaikum. Merci beaucoup, Docteur Sibna Haj. Moi, je suis extrêmement ravi de participer à ce webinaire. En mon nom, Sidris, vous le connaissez, et moi-même, on voudrait vous remercier l'Amicale pour traiter un sujet pareil, Dr Benadada, Dr Marakchi, et puis l'éminente professeur Altrache pour sa brillante présentation. J'étais marqué par tous les échanges, et puis, comme disait Dr Marakchi tout à l'heure, la dernière diapo est de toute beauté. Justement, quand on agit seul, c'est une goutte. Quand on agit ensemble, c'est un océan. Et je pense qu'avec cet état d'esprit, on pourrait atteindre des objectifs extrêmement intéressants, surtout pour dans l'univers des maladies rares. Et professeur Altrache a brillamment exposé tout cela. Donc, c'est Novo Nordisk qui vous remercie infiniment et notre engagement à vos côtés va toujours continuer au service de nos patients. Voilà, merci beaucoup et merci également à tous les participants et au plaisir de se revoir bientôt en présentiel et pouvoir échanger autour de ces différentes problématiques. Merci beaucoup et très bonne soirée. Et merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Merci, M. Mehdi. Je vous informe qu'on avait une présence autour de 80 personnes pour ce webinaire, ce qui est très encourageant. Merci Hanan pour votre dévouement. Merci Adiba. Et je donne la parole au Dr Abid pour la clôture. Monsieur Abid. À vous. Micro. Abid, micro. C'est bon. À mon tour, je tiens à remercier la conférencière, Mme Hanan, pour son sujet, c'est la clarté de son sujet. Et on a appris beaucoup de choses.
Je tiens également à remercier les laboratoires qui, sans eux, la conférence n'aurait pas lieu. Et bien sûr, que j'oublie, nos confrères et nos consoeurs qui ont suivi cette conférence et nous espérons donc en faire d'autres dans l'avenir. Et merci beaucoup pour tout le monde.